Bonsoir, bienvenue. Meilleurs vœux d'ailleurs, on en profite. On est encore le 30 janvier, on a le droit de souhaiter des vœux à chacun pendant encore 24 heures. Donc on va pas s'en priver ce soir. On va laisser encore quelques petites secondes pour ceux qui se connectent. À nouveau, bonsoir. Bonjour, comme dit Magali. Bonjour, bonsoir. On ne sait jamais trop quoi dire. Il est 18h30. Voilà, en tout cas, bienvenue. On est très heureuse de vous retrouver à nouveau. Bonsoir. Alors, je vois qu'il y en a encore qui se connectent, donc on va encore prendre un instant. Et puis, je vais tranquillement introduire ce nouveau rendez-vous résilience. Allez, c'est parti. Écoutez, on est très heureuse de vous inviter à ce neuvième rendez-vous résilience sur une thématique de saison ce soir, à savoir prendre soin de sa santé mentale en hiver, particulièrement quand on a un cancer. En effet, pour de nombreuses personnes, les premiers mois de l'année peuvent être synonymes d'une baisse d'humeur, de motivation, d'énergie. Les jours sont plus courts, les températures plus froides, ce qui signifie moins de lumière et parfois moins d'activité, moins de sorties, moins de rencontres. Ça peut avoir un impact sur notre santé mentale. Pour les patients touchés par le cancer, c'est une période d'autant plus difficile à traverser du fait de la maladie, des traitements et de leurs effets secondaires. Pour interagir avec vous, patients de notre communauté résilience, ces rendez-vous sont nés l'année dernière pour pouvoir avoir un espace de conversation avec nos experts. Donc moi, je me présente, Anne-Sophie, je travaille chez Résilience depuis plus d'un an et aujourd'hui, j'accompagne tous les projets autour de la voix du patient. J'ai moi-même été malade il y a une dizaine d'années. J'ai cofondé une association pour accompagner d'anciens patients et je suis engagée depuis plus de 10 ans sur des sujets patients et cancer. Donc ce soir, en complément des réponses de Fanny, je ne me baserai pas seulement sur ma propre expérience, je parle au nom des milliers de retours collectés sur mon chemin depuis une dizaine d'années. À mes côtés, comme je le disais, j'ai la chance d'avoir mon binôme, notre super docteur Fanny Jacques, psychiatre chez Résilience. Fanny a travaillé une dizaine d'années en cabinet, spécialement avec des patients atteints de cancer. Elle a par la suite été entrepreneur digital dans la santé mentale et a rejoint l'an dernier Résilience pour travailler avec nous sur les problématiques de santé mentale et cancer. Nous avons également en ligne avec nous Sarah, qui sera également à votre écoute pour modérer les questions que vous poserez dans le chat auxquelles nous répondrons toutes les trois. Petit avertissement, merci d'éviter les questions concernant particulièrement votre parcours de soins, étant donné qu'on est sur une approche générale et que la docteure Jacques n'est pas votre médecin traitant. Nous vous invitons à ajouter vos questions directement dans la partie questions-réponses via le bouton Q&R. Je les partagerai à Fanny au fil de la conversation. Sachez enfin qu'en fin de live, nous vous soumettrons quelques questions de sondage pour avoir vos retours sur cette expérience et vos idées sur les thématiques que l'on pourra aborder par la suite. Fanny, je te laisse te présenter et dire quelques mots sur la thématique de ce soir. Bonsoir à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année. Moi aussi, je vous souhaite une très belle année à venir. Et donc oui, ce soir, eh bien, on attaque avec ce mois de janvier qui est long, qui est gris. Donc c'est vrai que ce dont on va parler ce soir ensemble, ça parle de la santé mentale et de la maladie pendant l'hiver, mais finalement, ça s'applique à toutes les personnes et en après-cancer ou pour les personnes qui n'ont pas été malades. C'est vrai que on est nombreux quand même à ressentir un coup de mou hivernal. Donc ensemble, on va justement essayer de faire la différence entre ce qui est le coup de mou hivernal de réellement ce qui pourrait être une dépression saisonnière, parce que ça existe, à prendre en charge. On parlera aussi
de l'anxiété, des troubles du sommeil, des problèmes d'alimentation, de tout ce qu'on rencontre de façon un peu plus fréquente, hélas, en hiver. Peut-être avez-vous entendu parler de ce concept de Blue Monday. Le Blue Monday, alors c'est un concept marketing à la base, hein, ça n'existe pas vraiment. C'était en fait une agence de voyage qui avait créé ce concept et qui avait fait une étude pour essayer de trouver quel était le jour de l'année le plus déprimant. Et c'est tombé sur le troisième lundi du mois de janvier. Mais bon, en fait, donc c'était une agence de voyage qui voulait essayer de faire partir ses clients en hiver au soleil. Et donc, elle voulait s'appuyer sur une pseudo-étude scientifique qui démontrait que le troisième lundi du mois de janvier était le plus déprimant et que donc il fallait partir au soleil. Donc, c'est basé un peu sur quelque chose de marketing et de commercial, mais néanmoins, c'est vrai que le troisième lundi du mois de janvier et le mois de janvier en général est quand même assez connu pour être un mois où on a un coup de mou. Les finances sont souvent difficiles après les fêtes, on a un peu festoyé, on est plus fatigué, les journées sont courtes, les nuits sont longues, on a des problématiques de sommeil, on y reviendra. Il y a pas de vacances pour ceux qui travaillent. C'est un mois en général qui est long aussi, qui est à 31 jours, où il n'y a pas de pause. Et bref, donc c'est un mois qui est difficile pour tout le monde et donc évidemment encore plus pour ceux qui sont malades, que ce soit des personnes qui travaillent ou qui sont à la maison. Je ne sais pas si nous démarrons par des questions, Anso, je ne sais pas s'il y a des choses. Alors, non, pour l'instant, on n'a pas encore de questions. On en avait reçu, donc je vais pouvoir partir sur le message que Paul nous a partagé et qui nous disait, après des fêtes de fin d'année festives en famille, j'ai l'impression de faire le yo-yo et que le moral se retrouve plus dans les chaussettes qu'ailleurs. Il fait gris et froid, mes proches sont occupés avec le travail, les enfants, les activités X ou Y, et moi, je me retrouve seule chez moi. J'ai tendance à tourner en rond sur mon cancer, ses effets secondaires sur mon corps, être à l'affût de tout symptôme. Est-ce normal? Que puis-je faire pour être mieux? Que puis-je faire pour être mieux? On va peut-être le mettre un peu plus tard, mais enfin, on peut commencer à répondre. Ce que Paul décrit, déjà, pour moi, c'est relativement normal. Il y a un peu tous les ingrédients pour être un peu moins en forme. En effet, c'est le mois de janvier. Paul, donc visiblement, de ce que tu me dis, il ne travaille pas là, du coup, hein, il est à la maison. Je pense qu'il ne travaille pas, effectivement. C'est ça. Et donc, être à la maison au mois de janvier, ben, c'est pas comme être à la maison au mois de mai ou de juin. Donc, il ne travaille pas. Enfin, il est chez lui. C'est le mois de janvier. Il est malade. Tout ça, c'est quand même un peu toutes les composantes. Et donc là, visiblement, lui, il souffre un peu d'anxiété. Paul, on a toutes les composantes pour le petit vélo qui va tourner dans la tête, en fait. Hein. Quand on travaille pas, ben, on a déjà tendance à ruminer. Et quand c'est l'hiver, et on sait de toute façon les troubles anxieux, il y a un petit pic en hiver et je vais vous expliquer pourquoi, même chez les personnes, encore une fois, qui ne sont pas malades. Et donc là, l'association, ça fait que il ressasse. Et sur quoi il ressasse? Évidemment, pas sur ses meilleurs souvenirs, mais plutôt sur sa maladie. Il se focus finalement un peu sur lui, sur ses symptômes, et il va se retrouver peut-être à être en hyper alerte sur ses symptômes. En plus, oui, on ne l'oublie pas, c'est aussi une période où on est plus malade, où il y a plus des petits virus qui traînent, et donc on peut vite avoir un peu tout, un peu mal au ventre, le nez qui coule, et évidemment, quand on souffre d'un cancer, eh ben, la première idée qui va nous venir, c'est pas forcément j'ai un rhume ou j'ai une gastro. Ça va pouvoir être aussi oh là là, c'est pas vrai, si ça se trouve, j'ai une métastase, si ça se trouve, j'ai une récidive, si ça se trouve, ça a un effet secondaire d'un traitement et je vais devoir l'arrêter. Tout de suite, il y a les pensées catastrophes qui surviennent. Et c'est vrai que quand on est seul et qu'on n'a pas de distraction, eh ben, on va tourner en boucle avec ces
penser. Donc ça déjà, un premier conseil, je vois la question de Bernard, bah, du coup je vais enchaîner, mais je vais laisser aussi Anne-Sophie parler. Mais le premier conseil que je vais donner à Paul, et ensuite je vais discuter de conseils avec Bernard, c'est vraiment d'écrire quand on est seul. Alors évidemment, il y a un premier conseil tout bête, c'est d'essayer de moins l'être, mais on en reparlera. Mais c'est d'écrire. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous dire, j'en sais rien, de vous dire, vous ratez quelque chose, dans votre tête, vous vous dites « Oh là là, je suis nul ». Et bien, je vous promets que vous allez pouvoir vous le dire dans votre tête 50, 100 ou 200 fois. « Oh là là, qu'est-ce que je suis nul, oh là là, je suis nul ». Et ça tourne et ça retourne. Maintenant, essayez de faire la même chose, mais vous l'écrivez. Essayez d'écrire 200 fois « Je suis nul ». Bon, bah, en fait, au bout de 3, vous allez en avoir marre et vous allez avoir envie de passer à autre chose. C'est un petit exemple tout bête pour vous montrer que quand des pensées tournent dans votre tête, il faut l'écrire parce que ça va finalement, ça va vous faire arrêter de penser et c'est beaucoup plus dur d'écrire en boucle que de penser en boucle. Une fois que la pensée, elle est posée sur le papier, on l'observe, on la comprend, on prend du recul et on arrive à passer à autre chose. Donc, si Paul est seul chez lui et qu'il s'inquiète sur ses symptômes et qu'il est un peu en hyper alerte sur ses symptômes, il faut qu'il l'écrive. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Anso, je te laisse. Je te laisse. Non, bah, effectivement, le premier conseil est hyper utile, sachant qu'effectivement, j'ai rencontré beaucoup de patients qui se sont découverts un amour pour l'écriture, en fait, et de pouvoir poser ses idées sur le papier permettait de décharger la tête, de pouvoir prendre du recul, prendre de la distance avec ce qu'on peut ressentir ou ce qui nous traverse. Donc, c'est déjà un premier conseil que je trouve très précieux. Moi, ce que j'entends dans le témoignage de Paul, c'est effectivement aussi ce côté bah, tout le monde est occupé à plein de choses et moi, j'ai rien. Mais en fait, vous n'avez rien peut-être parce que vous avez voulu vous protéger ou rester au domicile et pas forcément faire de choses, mais on peut quand même faire plein de choses depuis son domicile. Il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez poser votre attention, autre que sur votre cancer. Je ne sais pas, moi j'ai rencontré des gens qui se sont découverts une passion pour le puzzle ou pour des escape games à la maison ou pour la lecture. Enfin, il y a plein d'activités différentes qu'on peut mettre en place depuis le domicile si effectivement on ne peut pas trop sortir. Et puis après, l'autre recommandation, c'est pouvoir à nouveau parler à ses proches. J'ai l'impression que c'est un peu le fil conducteur de tous nos rendez-vous depuis 9 mois, mais c'est vraiment bah, effectivement, j'entends que vos proches sont occupés, mais ils ont peut-être des temps de relâche qui sont pas forcément professionnels ou quand les enfants sont couchés, durant lesquels vous pouvez aussi avoir des conversations avec vos proches et peut-être d'autres amis qui sont soit retraités, soit qui sont sur un temps, parce que tout le monde n'est pas actif tout le temps. Il y a aussi des épisodes de la vie qui font que bah, on ralentit ou on est moins sollicité que d'autres. Et ça peut être des temps où effectivement il peut y avoir des conversations, des balades, sortir, s'oxygéner, prendre l'air à l'extérieur, faire quelques pas. Et puis quelque part, à nouveau, s'émerveiller de la nature ou de ce qui nous entoure. Bah, ça permet aussi à nouveau de mettre l'attention ailleurs et de se faire du bien. Donc voilà. Et du coup, on va répondre à la fois à Bernard et puis ben, aussi rebondir sur Dominique qui a tout à fait raison. Comment garder le moral quand on a le cancer? Donc, de façon plus générale, là, on va parler plutôt l'hiver, hein, mais parce que tu le disais très justement, j'ai oublié de rebondir là-dessus. En fait, peut-être l'hiver, quand on a un cancer, eh ben, ça accentue notre différence, je mets des guillemets bien sûr, avec les personnes bien portantes. Déjà, quand on ne travaille pas, ben, mais quand il fait beau et qu'on peut aussi sortir, se promener, aller dans notre jardin, ou aller boire un café en terrasse avec les collègues, des amis, aller chercher ses petits-enfants à la sortie de l'école, etc. On a moins le sentiment d'être différent. L'hiver, c'est pire. Mais en fait, ça tient qu'à soi de justement ne pas accentuer cette différence. Donc moi, je suis vraiment, surtout l'hiver, mais ça marche aussi pour les autres mois de l'année, Bernard, mais surtout l'hiver, de vraiment s'organiser des plannings. Faites-vous des listes de choses. Anne-Sophie en parlait. C'est pas parce que vous êtes en arrêt de travail que vous devez être 24 heures sur 24 dans votre lit à pas bouger. Au contraire, profitez-en, prenez le temps et faites-vous des listes de choses que vous
aimeriez faire et que vous n'avez pas le temps de faire. Alors quand c'est l'hiver, évidemment, c'est peut-être plus des choses à l'intérieur, faire vos albums photos, vous mettre à une activité manuelle, apprendre une langue étrangère en vous téléchargeant une appli, faire l'histoire de l'art avec des cours en ligne, vous acheter des bouquins, apprendre la méditation, le yoga, faire un petit peu d'activité physique à l'intérieur de la maison, etc. Mais faites-vous une to-do list et surtout l'hiver, ça c'est hyper important. C'est pas parce que vous n'allez pas travailler, c'est pas parce que vous n'êtes pas que vous êtes enfermé chez vous que vous ne devez pas avoir un planning et que vous ne devez pas vous lever à des heures à peu près les mêmes, prendre votre douche, vous habiller, de 10 à 11 faire quelque chose, de 11 à 12 faire une autre chose, etc. etc. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose d'hyper important de se prévoir des activités pour ne pas accentuer finalement ce sentiment de solitude et d'isolement. Et ce que disait également Dominique, attendez, ce que disait Dominique, oui, allez prendre l'air. On a vraiment, nous, et ça, c'est quelque chose dans la culture très occidentale. Si vous allez dans les pays de l'Est ou dans les pays du Nord, ou en Bretagne, qui pleuve ou qui vente, les gens, en fait, ils sortent quand même. Ou si vous allez en Finlande où il y a des nuits qui durent 18 heures, bon, les personnes, elles ne s'enferment pas 18 heures. Elles vont faire des terrasses de café. Alors maintenant, c'est avec les radiateurs, les lampes chauffantes, elles ne sont plus autorisées, mais il y a des gros plaids, il y a des couvertures. Les gens sortent en fait quand c'est l'hiver. Nous, dans notre culture, on a tendance à se dire que parce qu'il fait pas beau, parce qu'il fait froid ou parce qu'il fait nuit, on reste chez nous. Mais dans plein d'autres cultures, on s'habille hyper chaudement, on met 4 couches et on se fait des terrasses de resto avec des plaids, des balades avec les bottes et le ciré et puis la capuche sur la tête s'il pleut. Les deux ne sont pas du tout incompatibles. Donc je pense que ça c'est aussi hyper important de se défaire là de cette idée, de ce cliché un peu qu'on est obligé de rester à l'intérieur quand il fait froid ou quand il fait nuit. Euh, Et puis, voilà. ça peut être l'opportunité aussi effectivement, étant entre guillemets à contre-courant du rythme de vie des personnes, entre guillemets, au quotidien qui travaillent, c'est de pouvoir aller visiter un musée quand il n'y a personne, en fait, et profiter vraiment de découvrir des œuvres. Il fait chaud dans les musées, vous serez bien accueillis. En plus, effectivement, étant malade, vous passez plus rapidement l'entrée d'un musée ou d'une exposition. Et puis, en fait, mine de rien, on l'oublie, mais Internet est quand même source d'énormément d'informations. Il y a même des visites virtuelles qui peuvent être faites de plus en plus de sites importants dans le monde. L'accès à l'art, l'accès à la culture, comme disait Fanny, que ce soit des films, que ce soit des expos, que ce soit apprendre une nouvelle activité, un nouveau talent, tout ça est à votre portée. Et effectivement, de pouvoir saisir effectivement ce temps supplémentaire que vous avez quand vous êtes en forme, bien sûr, pour découvrir de nouvelles choses. Et peut-être ce que je veux vous... Alors, il y a Sabrina qui nous dit une application de challenge pour marcher en équipe. Super idée, hein, parce que effectivement, c'est ce que j'allais dire aussi. Essayez de ne pas vous isoler. Ça, c'est Mm. hyper important. Vous savez, je réponds donc je réponds en particulier à Bernard pour comment garder le moral. En fait, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'action entraîne la motivation. Il ne faut pas attendre d'être motivé, surtout quand notre morale commence à être en berne et que c'est l'hiver. Il ne faut pas attendre d'être motivé pour passer à l'action. Donc, il faut faire de toutes petites choses, même si ce sont des pas de fourmis, de toutes petites choses et vous forcer à les faire parce que un pas après l'autre, ça va entraîner le suivant. On n'a pas envie de prendre sa douche, et ben on la prend quand même. On n'a pas envie de s'habiller, ben on s'habille quand même et on traîne pas en pyjama toute la journée. On n'a pas envie de sortir, on sort quand même. On fait 20 mètres et on rentre. Et puis le lendemain, on en fera 30 et le surlendemain, on en fera 40. On n'a pas envie de voir du monde, et ben
on y va quand même. Et puis, on ne parle pas à la rigueur. On ne parle pas, mais on s'infuse des discussions rigolotes, des gens qui rigolent, des personnalités bienveillantes. On n'est pas obligé de faire d'énormes efforts. On peut juste rester assis là à écouter les autres converser. Vraiment, voilà. Et petit à petit, ça va revenir. Mais ça prend du temps et il faut toujours se forcer un minimum. Si vous ne vous forcez jamais, jamais, et alors que vous n'avez pas un très bon moral, alors c'est que ça va pas. Et ça serait un peu comme dire, je me mets au régime, mais c'est bizarre, je n'ai jamais, jamais, jamais faim. Bon, alors ça veut dire que peut-être le régime n'est pas totalement adapté. Là, si vous ne vous forcez jamais, ça veut dire que il faut pousser un tout petit peu plus la machine. Et puis j'irais même plus loin en disant, et qu'est-ce que vous avez à perdre en fait? D'essayer de sortir un peu, de rencontrer des gens, d'aller effectivement, comme disait Fanny, je sais que moi quand j'étais malade, j'avais souvent des invitations. Enfin, au début, j'en avais pas parce que les gens pensaient à ma place et du coup ne m'invitaient pas pour pas que je sois trop fatiguée. J'ai effectivement dit que c'était à moi de prendre la décision. Et je suis sortie des fois. Et juste d'être en observation et d'être auprès des gens et de les voir interagir et d'être à leur côté, ça me faisait du bien en fait. Et donc, quelque part, qu'est-ce qu'il y a à perdre de sortir, faire cette balade, prendre l'air ou d'aller rejoindre X, Y, prendre un café, voilà, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à perdre ou est-ce que juste ça peut être l'opportunité de se changer les idées, de rencontrer des gens, d'avoir une belle surprise, d'avoir une belle conversation, Enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent être source de beaucoup de mieux-être, en fait. Donc, l'invitation, c'est voilà, de pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses. Et moi, je vais vous parler de la chimie du cerveau un peu et de comment ça marche, parce que donc Bernard, vous posiez la question, à moins qu'il y ait une autre question, hein, mais je crois pas là. Bernard, vous posez la question de comment garder le moral, et donc notamment en hiver. Et donc, il faut quand même que je vous explique qu'il y a une hormone dans le cerveau qui s'appelle la sérotonine. Et cette hormone, eh ben, c'est une hormone qui est responsable du bien-être et elle a tendance à baisser pendant l'hiver. Et ça, c'est comme ça. C'est pareil pour tout le monde. Et donc, la sérotonine, c'est vraiment l'hormone du moral, du bien-être. Elle envoie elle est responsable de la transmission de la plupart des émotions positives. Et d'ailleurs, bah, les antidépresseurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des traitements à base de sérotonine. Ils vont vous amener de la sérotonine. Et on le sait, l'activité physique, bah voilà, le sport, l'activité physique, ça augmente la sérotonine. Faire l'amour, ça augmente la sérotonine. Voir du monde et discuter et être entouré, ça augmente la sérotonine. Donc en fait, il va falloir trouver en hiver, qu'on soit malade ou qu'on ne le soit pas d'ailleurs, tout ce qui peut augmenter finalement de façon naturelle la sérotonine. Les occupations, la méditation, le yoga, ça sont des bonnes solutions également. Il y a aussi le millepertuis naturel, mais ça évidemment c'est à voir quand même avec votre équipe de soins, même si on parle de phytothérapie, de plantes, je préfère que vous puissiez valider, mais le millepertuis sous sa forme naturelle, comme des tisanes par exemple, ça augmente la sérotonine. La vitamine D aussi, c'est bon pour le moral. Voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent paraître toutes bêtes, et parce que ça existe réellement les dépressions saisonnières. Il y a vraiment des personnes qui sont très sensibles à cette baisse de sérotonine l'hiver et qui vont bah, chaque année, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de février, ne pas être bien. J'avais des patients en cabinet, moi, que je recevais que 3-4 mois par an pour préparer parce qu'on savait qu'ils étaient atteints d'une dépression saisonnière. Donc, sans aller jusqu'à la dépression totale, la vraie dépression où il faut prendre des traitements, il y a plein de petits trucs et astuces qui existent pour préparer cette entrée en hiver et encore plus quand on est malade, pour que cette sérotonine, elle ne finisse pas dans les chaussettes. Et en écho aussi au message là, donc autour de l'activité physique, et comme tu le disais, Fanny, en fait, tout ce qui va être enfin, tout ce qui va être soins de support, en fait, sont vraiment là aussi pour vous aider à faire face à ce temps de l'année où effectivement les journées sont plus courtes, il fait froid, il fait gris, on a peut-être un peu moins d'énergie, et comme disait Fanny, c'est aussi chimiquement que
que c'est normal en fait qu'on traverse tout ça. Et ces fameux soins de support, à la fois autour de l'alimentation, la nutrition, la santé mentale, l'activité physique, où on peut aussi mettre le yoga, enfin tout un tas d'activités qui sont adaptées pour les patients atteints de cancer, sont autant de ressources qui peuvent vous permettre de trouver un certain mieux-être face aux traitements et aux effets secondaires que vous traversez à cause du cancer. Donc là-dessus, il y a plusieurs recommandations. Déjà, auprès de votre centre de soins, il y a peut-être une ou plusieurs activités qui sont proposées dans ce catalogue de soins de support que vous pouvez effectivement expérimenter avec eux. Il y a des associations aussi qui proposent des soins de support. J'ai vu passer l'information sur l'association de la CAMI, Sport et Cancer, qui propose des séances d'activité physique adaptées aux patients atteints de cancer. Mais il y a d'autres associations aussi comme Ciel Bleu ou d'autres associations qui proposent ce type d'activité. Il y a des associations comme Rose Up ou d'autres qui proposent aussi toute une diversité d'activités adaptées aux patients atteints de cancer. Le monde associatif est très riche à ce niveau-là. Donc, à nouveau, je vous invite à vous rapprocher à la fois de votre centre de soins. Pourquoi pas du comité départemental de la Ligue contre le cancer également, qui sera force de proposition et qui connaît lui aussi tout le tissu associatif local. Donc après, soit à votre mairie, soit même via l'hôpital, vous pourrez aussi vous renseigner sur les associations qui existent à proximité de chez vous, qui pourront proposer des groupes de parole, qui pourront proposer différentes activités adaptées pour les patients atteints de cancer et qui pourront effectivement vous proposer un accompagnement adapté. Sabrina qui nous demande les aliments à privilégier. Alors, je ne suis pas la super grande spécialiste de nutrition et de l'alimentation, mais oui, puisque vous en parlez malgré tout, donc on disait la vitamine D, mais ça, vous pouvez voir vous pouvez le prendre en ampoule en fait, hein, mais c'est quand même à demander aussi à votre équipe de soins. Le millepertuis naturel sous forme de tisane, pareil, renseignez-vous quand même auprès de votre équipe de soins. Et puis sinon, tout ce qui est oméga 3 et magnésium, ça contient aussi de la sérotonine naturelle. Donc, oméga 3 et magnésium, ce sont les poissons gras, les sardines, les fruits secs, les bananes, le chocolat. Voilà, ça, ce sont des aliments qui sont bons pour remonter, rebooster un peu la sérotonine. En complément de ce que vient de dire Fanny, vous découvrirez aussi au sein de l'application Résilience tout un tas de nouveaux contenus spécifiquement sur le sujet de la nutrition, avec à la fois une collection du docteur Pouillard qui va expliquer selon les différents symptômes ce qu'il y a à privilégier niveau nutrition et différents articles supplémentaires sur ce sujet de l'alimentation. Donc, je vous invite à aller découvrir et explorer au sein de l'application les contenus associés. Et on a Bernard qui à nouveau pose la question, Fanny, comment garder espoir face au cancer? Ah, ça c'est un vaste sujet et c'est vrai que ça revient souvent. Peut-être que c'est un rendez-vous qu'on devrait programmer, l'espoir face au cancer. Je pense, Bernard, que il faut rester dans le moment présent. C'est pas parce qu'on a un cancer que l'on va mourir demain. Et c'est pas parce qu'on va mourir demain qu'il faut pas en profiter tout de suite. Et ça fonctionne pour les gens qui souffrent d'un cancer et aussi pour les gens qui n'en souffrent pas. Et donc, je pense qu'il faut avoir des objectifs. Après, ce sont peut-être des objectifs que vous pouvez revisiter. Ce n'est pas forcément l'objectif à 10 ans, mais ça, de toute façon, vous connaissez l'adage, l'homme prévoit et Dieu rigole. Personne n'est trop capable d'avoir des objectifs à 10 ans et forcément de s'y tenir, mais d'avoir des petits objectifs sur le week-end prochain, sur le mois prochain, de déconstruire et de reconstruire vos objectifs différemment, mais d'avoir des projets, c'est quand même hyper important. Encore une fois, des projets, même s'ils sont petits ou s'ils sont court-termistes. Et puis vraiment de se mettre dans le moment présent, dans la semaine présente, d'essayer de ne pas ruminer, d'écrire pour évacuer, de faire de la méditation, de la respiration, d'apprendre. Hein, il y a un programme sur résilience, sur l'anxiété, par exemple, qui travaille tous ces sujets-là, et notamment également l'espoir. Comment se mettre en fait dans un état d'esprit, même pas positif en fait, hein, mais juste ce qu'on appelle un état d'esprit objectif et réaliste.
il n'y a pas à plus avoir d'espoir parce qu'on est atteint d'un cancer. Le cancer aujourd'hui, c'est de plus en plus une maladie chronique. Donc il faut réinventer. Ça peut être aussi l'occasion vraiment de prendre du temps pour vous, de goûter et de profiter de chaque moment, d'arrêter de courir parce qu'en plus on est fatigué et de peut-être avoir un peu moins la quantité mais un peu plus la qualité. Ouais, complètement. En fait, c'est revenir à l'instant. On peut avoir des projections futures, on peut s'inquiéter. Et le petit vélo, comme disait Fanny tout à l'heure, le vélo dans la tête, il peut aller très vite, hein. Il peut aller très vite, très loin. Et on peut vite se voir à moitié mort. Et ça peut être effectivement source de beaucoup d'angoisse et de mal-être. Et c'est vrai que vous pouvez trouver pas mal de méditations au sein de l'application qui vous permettent de revenir à l'instant, de revenir à votre respiration, à votre corps et d'être dans profiter de ce qui se passe là aujourd'hui maintenant et quelle intention j'ai envie de poser à ce aujourd'hui et maintenant. Est-ce que j'ai envie de passer une bonne journée? Est-ce que j'ai envie de profiter? Ou est-ce que j'ai envie de me soucier et de m'inquiéter? On a effectivement ces temps d'inquiétude, les temps d'examen, les temps de rencontre avec l'oncologue sont jamais forcément très plaisantes. Mais face à ça, à la fois la recommandation de pouvoir noter toutes les questions que vous avez pour votre oncologue et pouvoir les poser le jour où vous le rencontrez, c'est important. Ça vous permet d'avoir des réponses et d'être au plus clair de ce que vous traversez. C'est de poser par écrit aussi toutes les inquiétudes que vous pouvez avoir. C'est effectivement ce que disait Fanny, mais euh, certains pourront peut-être être sceptiques à cet exercice, mais je vous invite vraiment à le faire, de prendre une page blanche et de juste poser, d'apposer vraiment toutes les idées, toutes les émotions, tout ce qui va vous traverser, de le poser par écrit. Et vous verrez que, en fait, à la régularité, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça vous permet de prendre de la distance avec vos pensées. Vos pensées ne sont pas ce que vous êtes. C'est des choses qui vous traversent, mais ça ne fait pas ce que vous êtes aujourd'hui. Et effectivement, d'être dans l'instant, ça permet de ne pas être dans des projections qui peuvent être souvent catastrophes parce qu'on a un cerveau qui n'est pas forcément le plus bienveillant de la Terre et qui, des fois, peut nous jouer des tours et nous faire envisager le pire. Donc, pouvoir effectivement être du jour au lendemain et puis se nourrir de choses qui nous font du bien, de petits kiffs, entre guillemets, comme disait comme disaient certains, de bah en fait, c'est quoi mes trois kiffs, mes trois petits plaisirs de la journée, et de le noter par exemple tous les soirs en allant vous coucher, bah, c'est aussi se rappeler les bons moments de la journée et se dire bah demain ce sera une bonne journée. Alors c'est une méthode, on peut appeler ça une méthode Coué, enfin c'est pas forcément, mais ça peut quand même changer les choses pour vous au quotidien, sans forcément nier les doutes qui vous habitent, mais là encore, poser des questions à vos soignants, à votre équipe soignante s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, ça vous permettra peut-être aussi de diminuer l'anxiété de ce qui pourrait être. Et il y a Sabrina qui commentait aussi en disant, moi, je me dis que la médecine évolue, je m'accroche pour moi et ma famille, si ça peut t'aider, Bernard. Voilà. Et vraiment essayer oui, de profiter, de rester ancré dans l'instant, ça c'est très important. Et je crois, Anne-Sophie, qu'il y avait une autre question. Tu as reçu une question? Oui, alors j'avais reçu un autre message de Marie qui nous disait, quand j'ai appris mon cancer en août dernier, c'était violent, mais j'ai tenu bon. J'étais bien entourée, j'avais plein d'activités et de rencontres de prévues. Seulement depuis le début du mois de janvier, j'ai plus envie de rien. Comme si j'étais passée d'un film en couleur à un film en noir et blanc. J'ai un sommeil irrégulier, des idées noires qui viennent parfois aussi. Bref, c'est pas la joie. Quand j'ai vu votre rendez-vous, ça m'a parlé. Vous pouvez m'aider? Pourquoi sommes-nous moins bien l'hiver? Ah, super question. On a parlé donc on a parlé ensemble de cette petite sérotonine là qui régule l'humeur et qui baisse l'hiver. Et bah, du coup, je vais rebondir sur la partie de Marie qui concerne aussi les problèmes de sommeil, hein, parce que donc on a vu, on a tendance à être un petit peu plus triste quand c'est l'hiver. On fait moins d'activités physiques, on fait moins de sorties, on a moins de relations sociales, donc attention à ne pas s'isoler. Attention aussi parce que du coup, la fatigue, les douleurs, elles peuvent avoir tendance à augmenter quand on est malade et puis qu'on reste chez soi. Une autre chose, c'est attention quand c'est l'hiver à l'alimentation qui peut être un peu moins bonne. On a tendance à se tourner vers des plats gras ou des choses très sucrées. On peut avoir tendance aussi parfois à boire un peu plus d'alcool. Donc tout ça,
sont des choses importantes. Et un autre sujet hivernal, que l'on soit malade ou pas d'ailleurs, Marie en parle, ce sont les problèmes de sommeil. Donc notre petite hormone qui régule les émotions, elle a tendance à baisser et notre petite hormone du sommeil, elle a tendance à augmenter. Ce qui veut dire qu'on va avoir en fait plus envie de dormir. On avait sans doute entendu parler, ça s'appelle la mélatonine. La mélatonine, en fait, c'est une petite hormone qui va déclencher l'endormissement. Et cette hormone, le cerveau la libère lorsque la lumière baisse. Donc, plus la lumière baisse, plus la mélatonine monte et plus on a envie de dormir. Donc, c'est pour ça que vous comprenez bien qu'on est plus en forme globalement de toute façon printemps-été, plus de lumière, moins de mélatonine, moins envie de dormir et moins en forme l'automne et l'hiver. Et du coup, on a tendance, alors en plus, on a tendance à hiberner, hein, c'est vraiment ça. Et malgré tout, c'est pas vraiment réparateur. On est pas mal fatigué parce que bah, cette mélatonine, elle est un peu tout le temps là, quoi. On l'évacue pas. Elle est là dans la journée, elle est là la nuit. Les journées sont courtes et on a l'impression comme ça qu'on est toujours crevé. Donc là, quelques autres conseils qui fonctionnent aussi d'ailleurs quand on n'a pas le moral, c'est vraiment d'essayer de bien réguler notre mélatonine. Donc le matin, par exemple, lorsque vous vous levez, exposez-vous à la lumière naturelle le plus vite possible. On a l'impression qu'il fait tout gris, même quand il n'y a pas de soleil, mais en fait, il y a quand même de la lumière. Donc ouvrez vos volets, ne restez pas dans le noir et mettez-vous, hop, comme ça, là, la tête dehors à la fenêtre et yeux ouverts, parce que c'est les yeux qui captent la lumière et qui envoient le signal pour la mélatonine. Prenez de la lumière naturelle. Comme ça, votre mélatonine, elle va baisser, elle va vous ficher un peu la paix dans la journée et vous aurez la sensation d'être un petit peu moins fatigué. Un autre truc tout bête, et c'est pour ça qu'on recommande de ne pas regarder les écrans et notamment de trop près le soir. Ne regardez pas vos écrans de trop près ou baissez la luminosité parce que qu'est-ce qui se passe quand on regarde un écran? Ça fait de la lumière, la mélatonine baisse et du coup, pour le coup, on n'arrive pas à dormir. Voilà, donc il faut vraiment privilégier la lumière naturelle le matin. C'est hyper important, je le redis, de vous aérer tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, eh ben, on s'équipe et on s'aère. Ça, c'est vraiment très important. Et voilà, on essaye. Alors sinon, pour la mélatonine, quand vraiment on a des gros problèmes de sommeil, qu'on est tout le temps fatigué dans la journée et qu'on ne dort pas spécialement bien la nuit, il existe, pareil, à discuter avec votre équipe de soins. Il existe des lampes de luminothérapie, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elles reproduisent la lumière naturelle, vous les prenez le matin, vous les placez à une trentaine de centimètres pendant une demi-heure proche de votre visage, mais tout est expliqué. Et puis en fait, ben, ça va vous faire, ça va réguler votre mélatonine. Donc la luminothérapie, on le pratique même à l'hôpital. Hein, ce sont des techniques qui sont éprouvées scientifiquement. Ça aide vraiment bien à la fois pour le moral et pour le sommeil. Les autres choses aussi qui fonctionnent plutôt pas mal quand c'est l'hiver, ce sont des réveils simulateurs d'aube. Parce qu'on on se réveille pas forcément et en plus on se réveille pas avec la lumière naturelle. Donc notre petite mélatonine, elle s'en trouve toute perturbée. Et comme il fait jour super tard, et en plus pas toujours vraiment jour si jamais le soleil ne pointe pas le bout de son nez, il existe des réveils qui vont simuler l'aube et qui vont vous envoyer de reproduction de lumière naturelle calculé sur une heure. Si vous voulez, 1, 2, 3, si vous voulez vous lever entre 7h et 8h, admettons, et ben à partir de 7h, ça va tout doucement reproduire le jour dans votre chambre jusqu'à 8h. Voilà. Donc ça, ce sont des petites choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais qui fonctionnent très bien et pour le sommeil et pour le moral. Eh ben, très bien. Est-ce que vous aurez d'autres questions ou d'impressions que vous souhaiteriez nous partager? Ici, dans l'auditoire, je vois que vous êtes quand même assez nombreux à être connectés ce soir. Euh, on a déjà effectivement abordé pas mal de sujets sur, voilà, sur
garder le moral en hiver, notamment quand on a un cancer. Euh, mais peut-être que vous avez d'autres choses que vous souhaiteriez venir apporter à cette conversation. Et puis sinon, c'est OK. Sinon, ça veut dire que on a fait le tour du sujet, que vous avez eu les messages qui vous intéressaient et auquel cas, on va tout doucement clôturer cet échange et vous souhaiter une bonne soirée. Bah, j'ai l'impression qu'effectivement, on a bien fait le tour du sujet. Fanny, bien joué. Euh, est-ce Non, mais que voilà, moi, vraiment, je voulais réinsister, les troubles du sommeil, la dépression saisonnière ou en tout cas le moral dans les chaussettes, la baisse de l'activité physique qui peut augmenter les douleurs et la fatigue, donc attention. Plus d'isolement, donc ça c'est pareil, attention, soyez actifs pour ne pas vous isoler. L'alimentation, l'alcool, le tabac, c'est un peu plus compliqué l'hiver, donc là c'est pareil, soyez attentifs. Voilà, en gros, c'est les points les plus compliqués à gérer. Et puis, un peu plus anxieux, oui, un peu plus anxieux parce qu'il fait noir, parce que c'est un moment, mais on le disait au début, c'est un moment où du coup, on va un peu plus ruminer, ressasser, quoi. Donc, il faut être attentif aussi à ça. Mais je crois qu'on a fait un bon petit tour. Ah, alors attends, j'ai juste une petite question. Auriez-vous peut-être un conseil en cas de réveil nocturne sans pouvoir se rendormir derrière, de Nathalie? Nathalie, alors déjà, je vous invite dans quelques mois, vous pourrez regarder ou dans quelques semaines ou mois, ou vous nous envoyez un petit message privé. Il y a un programme sur résilience, sur les troubles du sommeil et sur la fatigue. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour qu'on puisse vous faire bénéficier de ce programme. Il y en a également un sur l'anxiété. Et donc les réveils nocturnes, eh bien, si vraiment vous avez tendance à vous réveiller beaucoup, alors bah, dans le programme de résilience, mais sinon vous en trouvez ailleurs, cherchez, vous avez des exercices quand même de relaxation, de méditation, la respiration qui s'appelle en 4, 7, 8, qui sont des techniques de respiration pour retrouver l'endormissement. N'hésitez pas à regarder sur YouTube, à chercher la respiration en 4, 7, 8 ou des méthodes de relaxation pour vous endormir. Il en existe pas mal et qui sont plutôt de bonne qualité. Et sinon, moi, ce que je préconise, c'est toujours pareil, hein. Déjà, si vous ruminez, vous avez un petit carnet sur votre table de nuit et il faut vraiment être dans l'ici et le maintenant et vous dire que c'est pas sous vos draps à 3 heures du matin que vous allez résoudre votre problématique et que donc il faut plutôt l'écrire sur un carnet. Et si au bout de 20 minutes, 25 minutes, vous n'avez pas retrouvé le sommeil, alors mieux vaut vous lever. Je conseille vraiment parce que le cerveau, il a besoin d'associer le lit au sommeil. Donc, il ne faut pas qu'il associe le lit à je fais la toupie et j'arrive pas à dormir. Donc, si au bout de 20-25 minutes, vous ne vous réendormez pas, mieux vaut vous lever, vous mettez une lumière tamisée, vous allez faire une activité douce, hein, vous lancez pas dans du Krav Maga ou le rangement de toute la maison, mais vous allez un petit peu lire, écouter de la musique douce ou tout simplement vous reposer, faire un petit peu de relaxation sur le canapé, mais vous quittez le lit et vous ne retournez dans votre lit que quand vraiment vous sentez des signaux de fatigue. Ça ne sert à rien de rester au lit si au bout de 20-25 minutes, on n'arrive pas à se rendormir. Mieux vaut se lever. Ça, c'est vraiment important. Yes, alors je vais partager aussi le petit message de Bernard qui dit une dernière question. Envisager un voyage à l'étranger avec mon épouse risque d'être difficile car je suis sous un deuxième protocole de chimio. Là, moi, spontanément, ce que j'ai envie de vous dire, c'est bah, cette question-là, il faut la poser à votre équipe soignante. Eux seront à même de vous dire si vous pouvez voyager, si vous êtes à même de voyager, dans quelles conditions, quels médicaments vous pouvez emmener avec vous si c'est possible. Et puis, si c'est pas possible, bah, peut-être de le décaler de quelques semaines dans le temps. Mais ça, c'est des questions qui, selon moi, sont à poser avec votre équipe soignante pour voir ce qu'il est possible de faire. Fanny? Non, là, tout à fait. Bah, là, moi, vraiment, je te rejoins. Je n'ai pas beaucoup plus de réponses à ce sujet-là. Très bien. Mais vous parliez de votre épouse. On voit donc le mois de février arriver. On voit dans les boutiques de nombreuses promotions marketing sur la Saint-Valentin qui arrive très vite. Et donc, on voit des cœurs partout. On va pas faire le prochain rendez-vous résilience sur la Saint-Valentin. En revanche,
on s'est dit que c'était un prétexte à parler d'intimité, de sexualité et de fertilité. La fertilité n'est pas effectivement le sujet de tous, mais le cancer touche quand même des femmes qui sont en âge de procréer. Mais surtout parler effectivement d'intimité et de sexualité, c'est un sujet qui nous paraissait incontournable. Et donc, sachez que le prochain rendez-vous qui aura lieu en février sera sur la sexualité. Dernier petit message, on va là activer le sondage, comme on fait à chaque fois, pour avoir vos retours. Donc, trois petites questions qui nous permettent aussi de pouvoir à la fois savoir si c'est un rendez-vous qui vous plaît toujours, si vous avez des thématiques particulières en tête pour les prochains rendez-vous. Euh, et effectivement, Sarah, du coup, voilà, Sarah nous a partagé donc les questions. Et puis, bah, on va vous souhaiter une très bonne soirée. On a été enchantés de pouvoir à nouveau être là pour ce rendez-vous résilience. On espère que ça vous a plu. Et effectivement, de pouvoir parler de cette fameuse santé mentale en hiver avec Fanny. Fanny, est-ce que tu as un Pascal, mot de... Pascal qui parle du lien sur les programmes, problèmes de sommeil, anxiété. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut écrire à ton adresse, Anne-Sophie, c'est ça? Oui, dans ce cas-là, je vous invite à écrire à anne-sophie@resilience.care et effectivement de demander les informations sur le programme sur la fatigue. Anne-sophie à résilience.care. Voilà. Et eh bien, merci beaucoup. On était ravis de discuter avec vous. On espère que ça vous a plu. Et je vous donne une bonne nouvelle, c'est que dans 2 jours, nous sommes en février. Et donc, ça va aller mieux. Les journées vont rallonger. Et voilà, elle rallonge déjà un peu d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée.